Bonjour Gérard Larcher. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur LCI. Vous êtes président du Sénat. Dans quelques minutes, vous allez nous annoncer des initiatives du Sénat qui sont très intéressantes pour notre vote du 10 et du 24 avril. Mais d'abord un mot. Ibiza. Ce n'était pas un bon choix pour mes vacances, a plaidé hier Jean-Michel Blanquer, mais je n'ai pas failli à ma mission de ministre, a-t-il encore expliqué sur TF1 hier soir à 20h. Vous a-t-il convaincu ? Écoutez, je pense que c'est une maladresse, mais c'est pas infamant d'aller passer ses vacances, y compris à Ibiza. Le sujet, c'est pas Ibiza, c'est la situation créée et la pagaille créée dans les écoles par une décision qui n'a pas été concertée, qui n'a pas été préparée avec ceux qui doivent le mettre tout simplement en place, les directeurs d'école, les enseignants. C'est ça le sujet. Et c'est l'unique sujet, me semble-t-il, totalement important. Ça a été je rappelle corrigé. qu'on avait proposé, autour de Valérie Pécresse, de retarder la rentrée d'une semaine pour permettre ce temps d'organisation et peut-être passer un pic. On n'en sait rien, vous savez, les épidémiologistes, on entend tous les avis. Par rapport au variant Omicron, on a eu 2 semaines catastrophiques. On avait, je le rappelle, au début de semaine, 15 000 classes fermées. Oui. C'est ça le sujet. Alors, ça a été ce défaut d'organisation que vous dénoncez, il a été corrigé. Il était tellement défaillant, en effet, qu'il a été très vite corrigé. Donc c'est ça le sujet. Donc, c'est ça le sujet. Est-ce que le sujet de la polémique, après on peut en parler, est clos ? Vous me dites qu'il n'existe pas, donc on passe à autre chose. Je ne dis pas L'opposition qu'il passe à n'existe autre pas, je chose. dis c'est une maladresse, mais c'est pas infamant. Oui. Mais on passe à Mais autre chose, à votre avis ? occupons-nous des familles, des enfants, des enseignants et de l'école. Ça, c'est la vraie priorité. Il y a une grève encore demain. Il y a un appel à la grève des syndicats d'enseignants, comme ils l'avaient fait il y a une semaine. Ils ont obtenu des concessions de la part de Jean-Michel Blanquer, des recrutements, des masques FFP2. De la part du Premier ministre. J'ai vu que c'est le Premier ministre qui avait pris la main, d'ailleurs. Et alors ? Sur ce sujet, ça me semble normal. En fait, il n'y a pas eu de dialogue préalable. Ouais. Et on s'est retrouvé dans la crise. Et je pense que la grève, c'est qu'elle est faire justifiée ? peser sur les familles et sur les communes. Vous savez, la semaine dernière, j'étais avec des maires de petites communes qui n'avaient jamais connu une grève dans leur école et qui ont dû, pour la première fois, mettre ce qu'on appelle le service minimum. C'est très compliqué en ces temps où il y a beaucoup de malades, où il y a beaucoup de cas contacts. Méfions-nous de ne pas faire peser sur les familles et les enfants de nouvelles difficultés. Vous la regrettez, cette journée de grève ? Pour les maires, pour les difficultés que ça pose ? Oui. Je pense qu'elle... À la fois, je crois que le cri d'inquiétude a été entendu, mais ne prenons pas en otage les familles et les enfants. Alors, les familles qui sont préoccupées par la défense du pouvoir d'achat, Gérard Larcher, 1,68 € en moyenne le litre de sans-plomb. Les experts disent que la hausse n'est pas terminée. Le chèque inflation était destiné à aider les familles à passer ce cap. Est-ce que c'est suffisant ou est-ce que vous souhaiteriez que le gouvernement revienne sur ce sujet avec quelles propositions d'ailleurs ? On a un ensemble de mesures qui ont été prises d'ailleurs, qui vont avoir un coût extrêmement élevé. On a un blocage des prix du gaz pour les mois qui viennent. On a une limitation à 4% sur l'électricité. On a le chèque inflation. Quand on calcule la conséquence financière de tout cela, c'est extrêmement lourd dans un pays qui, aujourd'hui, a une dette colossale. Je crois qu'il faut dire la vérité aux Français. Cette vérité, c'est qu'on ne pourra pas continuer à tirer des chèques sans provision. Je rappelle que le Sénat n'a pas voté le budget, parce que sur un budget de 435 milliards, je parle du budget général du pays, 155 milliards de déficit. On ne peut pas, à chaque fois, répondre par un chèque. Il y a, me semble-t-il, un vrai travail à faire autour du pouvoir d'achat. Ce travail autour du pouvoir d'achat, c'est une affaire qui est posée dans le cadre de l'élection présidentielle. Ce sera un sujet majeur, parce que les Français le sentent de manière aiguë. D'accord. Vous êtes en ligne avec Valérie Pécresse qui disait qu'il n'y a pas de solution à court terme. Elle l'a admis hier face à des Français. Je reviens sur les 4%. Le gouvernement va respecter la limitation à 4% des prix de l'électricité alors que ça flambe à 37%. Donc tant mieux pour ceux qui sont abonnés à l'électricité. Et pour cela, il va s'appuyer sur EDF qui va mettre la main à la pâte, si je puis dire. Est-ce qu'il a bien fait, le gouvernement, de s'appuyer sur EDF ? De demander à EDF de dans l'urgence, réduire... il demande à EDF, en fait, l'équivalent de 8 milliards. Il conduit EDF à vendre de l'électricité, en quelque sorte, à perte. Et EDF est déjà dans une situation financière extrêmement difficile. 50 milliards
de dette pour EDF. EDF qui aujourd'hui a un problème, nous avons 10 réacteurs sur 56 qui sont à l'arrêt. Et nous avons un problème d'approvisionnement en électricité. Nous avons dû, à la fin décembre, dans la première vague de froid, acheter de l'électricité de manière massive à l'extérieur. Voilà les réalités. Et donc faire peser sur EDF 8 milliards supplémentaires, on a vu la conséquence. Le cours de bourse a baissé de 15%. Moins 15%, alors que les cours de bourse ailleurs ont partout augmenté entre 15 et 20%. Donc, est-ce que le gouvernement met EDF, sinon en danger, en situation de fragilité? En situation extrêmement difficile. Et donc, cette situation extrêmement difficile, il va falloir un véritable plan, parce que EDF, je crois que les Français y tiennent. C'est essentiel pour notre approvisionnement, notamment en électricité. Et on ne pourra pas jouer éternellement dans des ajustements de fin de mois. Il faut aujourd'hui, pour EDF, un vrai plan de redressement, d'accompagnement, pour répondre à la mission d'EDF, qui est de fournir notamment l'électricité aux Françaises et aux Français. Nationaliser EDF? L'État est actionnaire déjà. À 84%. Vous savez, ça fait partie de ces mots. C'est d'ailleurs l'État, on le voit bien, qui décide en lieu et place d'EDF aujourd'hui. Je ne suis pas certain que ça changerait les choses. Par contre, il faut un actionnaire responsable. Le sujet, c'est est-ce que l'État est responsable vis-à-vis d'EDF? Je n'en suis pas totalement certain. À propos de pouvoir d'achat, Valérie Pécresse, hier soir, a proposé la conversion des RTT en salaire sans limite. Voilà, travailler plus pour gagner plus, ça rappelle ça. Vous pouvez préciser? Sans charge. Alors qu'il y a une charge. Et donc, donner de la souplesse, c'est donc une mesure extrêmement forte en termes de libération de pouvoir d'achat, parce que les RTT sont extrêmement nombreuses. C'est vrai dans le privé et c'est vrai dans le public. Et donc, sans charge, pour inciter les entreprises à le faire. Il n'y aura pas de caractère obligatoire. Non, pas de caractère obligatoire. Mais il faudra un accord. Aujourd'hui, les entreprises sont peu incitées à le faire. Mais le travailler plus pour gagner plus. L'autre jour, elle a, si je puis dire, dégainé le Karcher de Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, ça ressemble beaucoup quand même au corpus de programmes, de propositions de Nicolas Sarkozy. Dans le fond, elle recycle beaucoup Valérie Pécresse. Elle n'a pas d'idées nouvelles. Non, je pense la droite n'est pas en situation de produire des nouvelles idées, Gérard Larcher. L'objectif, c'est le pouvoir d'achat. L'objectif, c'est la compétitivité des entreprises. On ne doit pas peser plus sur les entreprises et on doit libérer du pouvoir d'achat. Nicolas Sarkozy s'était attelé à la question des heures supplémentaires sans charge, que malheureusement François Hollande a fait disparaître. C'était une bonne mesure. Pourquoi on s'interdirait de reprendre, en la ciselant un peu, une mesure qui s'est révélée une bonne mesure du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Pourquoi ne pas faire du neuf avec du vieux? Des vieilles idées. Non, mais ce que je veux dire, on a l'impression... Elisabeth Martichoux, il y a une vraie volonté de répondre à la question du pouvoir d'achat sans tirer des chèques en bois. Le pass vaccinal, Gérard Larcher, l'Assemblée a déposé un recours devant le Conseil constitutionnel. Le Sénat n'avait pas besoin de le faire. C'est utile ou pas? Il y a 60 sénateurs aussi de l'opposition qui ont déposé un recours. Vous savez, le Sénat, dans sa majorité, a été responsable dans ce débat sur le pass vaccinal. Eh bien, je pense que le recours est toujours utile, de vérifier s'il y a proportionnalité entre le pass vaccinal et les libertés. Je pense sincèrement qu'il n'y a pas d'atteinte à la dignité, il n'y a pas d'atteinte à la vie privée qui soit disproportionnée par rapport à la réalité de la pandémie. Mais on verra vendredi ce que nous dira le Conseil constitutionnel. Nous allons par contre contrôler au Sénat cette mise en place et l'adéquation du pass vaccinal avec la situation pandémique. Contrôler? Oui, ça veut dire que la Commission des affaires sociales, c'est une des fonctions du Parlement, le contrôle, vient de me demander les pouvoirs d'une commission d'enquête. C'est des pouvoirs très importants. Il faut rappeler, une commission d'enquête parlementaire, comme on en a connu. La commission des affaires sociales va se transformer pour ces sujets-là avec les pouvoirs d'une commission d'enquête pour vérifier l'adéquation entre le pass vaccinal
et la réalité de la pandémie. Mais bon, c'est une information que vous nous donnez. Vous allez dire OK, oui, vous donnez droit. C'est un vote, c'est ce soir la conférence des présidents, et ce sera un vote du Sénat Et ce sera un vote dans du les jours Sénat suivants. pour une commission d'enquête parlementaire qui aura vocation à entendre tous les acteurs décisionnaires, Vérifier Olivier d'avoir accès à Véran, tous les etc. dossiers, d'avoir accès à toutes les informations. Elle se mettrait en place quand? Je pense immédiatement, parce que la structure, c'est la commission des affaires sociales. Une fois que c'est voté, on n'a pas besoin de la constituer. D'accord. C'est la commission elle-même. Elle veut vérifier quoi? Quel est le doute qu'elle veut lever? Quand on fait une commission d'enquête Elle parlementaire, veut c'est qu'on veut vérifier le mot, l'important, c'est l'adéquation entre la décision de mettre en place un pass vaccinal et ses conséquences dans une gestion d'une pandémie comme celle que nous connaissons aujourd'hui. Est-ce utile? Est-ce inutile? Y a-t-il des manques? Ou est-ce qu'on n'est pas dans l'excès? Voilà les sujets qui seront posés. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup à droite qui s'interrogent sur le timing. C'est peut-être ça aussi qui travaille les sénateurs, entre l'état d'avancée de l'épidémie, si je puis dire, plutôt de recul, et puis ce pass vaccinal qui est contraignant. Vous savez, la majorité des sénateurs ont voté le pass vaccinal, même si nous n'avions pas toutes les réponses que nous souhaitions. Oui, alors ça ne s'est pas passé très bien à Ça a été l'Assemblée, un peu compliqué. chez LR. Ça a été un peu compliqué, mais je parle. Et la commission des affaires sociales, notamment son rapporteur, y a été favorable. Mais elle dit il faut contrôler. Il faut contrôler, donc vous allez le faire. Est-ce que vous donnez le point à Emmanuel Macron sur le pass sanitaire? Le Conseil d'analyse économique, qui dépend de Matignon, vient de faire une enquête, ou plutôt une étude. Elle a comparé les mérites, si je puis dire, du pass, en tout cas les effets, France, Italie, Allemagne. C'est en France qu'il a été le plus utile. Je résume 4000 vies sauvées selon lui. Une croissance d'OP de 0,6 points et un taux de vaccination augmenté de 13 points. Est-ce que vous donnez le point, justement, à Emmanuel Macron sur le pass? On se donne le point à Emmanuel Macron, mais aussi au Sénat qui a voté. Oui, les LR n'ont pas tous voté, puisqu'on parle aussi de votre famille politique. Je parle du pass sanitaire. Oui, pass sanitaire. Nous l'avons voté au Sénat à une très large majorité. On voit bien qu'il y a eu un double effet. Comme il a permis, en fait, des interactions sociales plus fortes, il a soutenu l'activité économique. C'était d'ailleurs un des objectifs qui a été donné pour éviter, en quelque sorte, de revenir vers un confinement, vers une diminution de l'activité. Et il a préservé des vies, c'est évident. Voilà pourquoi, souvenez-vous, je crois que c'est à votre micro que j'avais dit il y a bien longtemps, vaccination obligatoire si nécessaire. Je suis favorable à la vaccination. C'est un moyen de protection et qui préserve notamment des formes graves. Nous sommes le 18 janvier, nous votons le 10 avril, le 19 janvier. Il y aura encore peut-être une épidémie forte, on ne sait pas encore, mais c'est possible. On va voter dans quelles conditions? Est-ce que vous êtes inquiet? Naturellement, nous nous interrogeons sur les conditions d'abord de la campagne électorale. Il n'y a pas que le vote. Conditions de la campagne électorale, conditions du vote. Or, il se trouve que nous allons être moins-disants en matière de l'exercice du droit de vote pour l'élection présidentielle que nous ne l'avons été pour l'élection régionale et départementale. Moins-disants, c'est-à-dire? Ça veut dire, par exemple, pour l'élection régionale et départementale, de l'an dernier, on avait la possibilité d'une double procuration pour permettre à des gens qui étaient soit malades, soit qui craignaient de se rendre au bureau de vote, de le faire de manière plus aisée. C'était le fruit des travaux, d'ailleurs, de la commission des lois du Sénat, à la suite de l'observation que nous avions faite sur les élections municipales du printemps 2020. Et donc, nous allons proposer de revenir à cette double procuration. Et en même temps de réfléchir. C'est encore possible maintenant, là, oui, alors à moins de 3 mois. C'est une loi organique. Une loi organique, ça obéit à des règles très précises de délai. Mais c'est possible. Si le gouvernement permet l'examen en urgence, c'est-à-dire après un délai de 2 semaines, car il ne s'agit pas de faire un texte du jour au lendemain, après un délai de 2 semaines, et c'est d'ailleurs un sujet que nous allons aborder ce soir en conférence des présidents, puisque les sénateur Bonnecarrère, membre de la commission des lois, très actif, a déposé une proposition de loi organique sur ce sujet, et que les 2 présidents de groupe de la majorité ont co-signé cette proposition de loi organique qui sera examinée ce soir en conférence des présidents. En conférence des présidents.
Ça c'est aussi une annonce que vous nous faites ce matin. Ouais, oui. Double vote, mais pardon, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, vous l'avez contacté, j'imagine. Vous n'y allez pas à l'aveugle. J'ai contacté. Est-ce que le gouvernement va soutenir? J'ai échangé avec le Premier Oui. ministre la semaine dernière sur ce sujet, puisque le sénateur Bonnecarrère a joué totalement transparent. Il a posé une question au gouvernement mercredi dernier, et j'espère que le gouvernement va pouvoir, en quelque sorte, permettre l'examen en urgence. Vous savez, la démocratie, c'est important. Permettre aux citoyens de s'exprimer, au-delà des discours, c'est concrètement leur permettre de faire un choix qui est un choix fondamental dans la Ve République, qu'est l'élection présidentielle. Donc, ce soir, en conférence des présidents, vous espérez, vous avez bon espoir que le gouvernement soutienne votre proposition Je l'espère. de double procuration pour permettre aux Français... Nous verrons. En tous les cas, le dialogue existe avec le gouvernement. Voilà, pour éviter autant que possible l'abstention à la présidentielle, à faire à suivre. 2 questions rapidement, malheureusement, ce sont des sujets pourtant très importants, mais on a pris le temps de parler du Sénat, évidemment. Qui examine aujourd'hui, en 2e lecture, la proposition de loi qui fait passer le délai d'IVG de 12 à 14 semaines? La majorité au Sénat va rejeter le texte. Gérard Larcher, vous le confirmez. Pourquoi? Parce que moi qui suis favorable à l'interruption volontaire de grossesse, le vrai sujet, nous ne cessons de repousser les délais parce qu'en fait, nous ne sommes sortis de l'esprit de la loi Veil, de répondre aux problèmes des femmes, de les accompagner. Ça n'est plus la de même le époque faire qu'en 1974. Oui, mais de le faire dans un délai. Nous sommes déjà passés de 10 semaines à 12 semaines. Nous avons raccourci le délai de réflexion qui est proposé à la femme et à la jeune femme. Vous savez, une interruption volontaire de grossesse, c'est toujours un moment extrêmement difficile. Mais vous n'êtes pas sensible aux témoignages des femmes qui disent qu'aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'il manque de médecins. Je suis sensible, j'ai été donc... président des hôpitaux publics, au fait que nous n'impliquons pas l'accueil et l'accompagnement nécessaires pour ces femmes qui souhaitent à un moment pratiquer l'interruption volontaire de grossesse. Pécresse, elle va proposer d'augmenter les droits des femmes à pratiquer l'IVG. Augmenter le droit des femmes, c'est mieux les accueillir dans les hôpitaux, mieux les accompagner. Mais mieux, ça sont des incantations. Non, ce n'est pas des incantations. C'est par exemple donner un délai qui va au-delà de 10 semaines pour recevoir une femme et pratiquer l'interruption volontaire de grossesse. Ça n'est pas satisfaisant. Je rappelle qu'il y a, me semble-t-il, à revoir la manière dont on accueille notamment ces jeunes femmes, comment on les accompagne, parce que ce n'est pas un acte banal, c'est un acte qui les touche personnellement. C'est une forme de respect de la femme. On va beaucoup parler d'Emmanuel Macron, de l'Europe. Il fait un discours devant le Parlement européen. Il est le leader de l'Europe depuis qu'Angela Merkel n'est plus là, naturel. Il a pris le leadership sur l'Union européenne. Il est président pour 6 mois. Une présidence qui va d'ailleurs mélanger les genres, parce que entre présidence de l'Europe et candidature à l'élection présidentielle, je recevais les présidents de commission pour l'Union européenne vendredi au Sénat. Il se pose la question, est-ce que la présidence française, c'est une présidence pour 3 mois ou est-ce que c'est une présidence pour 6 mois? La question est posée. Il aurait dû renoncer? Il aurait dû L'Allemagne l'avait Franchement, fait. L'Allemagne l'avait il aurait dû le faire. Vous auriez trouvé ça? Je pense qu'il aurait dû le faire, mais aujourd'hui on est dedans. Faisons réussir cette présidence dans l'intérêt de l'Europe. On a des sujets majeurs. On a le sujet immigration-asile. On a le sujet souveraineté économique de l'Europe. On a le sujet carbone et notamment de la taxe carbone aux frontières. Voilà des sujets qui sont devant nous. Alors maintenant, il faut qu'on les traite ensemble. Vous êtes en phase avec Emmanuel Macron. Sur la question migratoire, par exemple. Vous étiez jumeaux. Non. Macron, Pécresse. Écoutez, jumeaux. en tous les cas, c'est pas pour moi des jumeaux. Si vous prenez la seule question migratoire, la seule question de l'asile, la question, par exemple, à la frontière biélorusse ou à la frontière grecque et turque, les réponses ne sont pas du tout les mêmes. Merci beaucoup, Gérard Larcher, d'avoir été avec nous ce matin, le président du Sénat qui sera actif jusqu'au bout, jusqu'au 28 février, puisque c'est à cette date-là que la session s'achèvera pour la présidentielle. Bonne journée à vous. Merci à vous.